Universitaire, parcours large dans les études que dans la dimension géographique. Monsieur le rabbin Boissière entreprend des études rabbiniques à Berlin, Paris, Jérusalem. C'est pour ça que je présentais l'aspect géographique. Il aborde également de nombreux fronts de l'aspect juif, aussi bien de civilisation que de recherche dans de nombreux domaines. Ses sujets de prédilection, c'est donc les enjeux sociétaux de l'actualité, le mariage pour tous, les tensions politiques autour de la cacheroute, autour de la circoncision, qui sont des problèmes peut-être judéo-juifs, mais qui concernent un peu l'ensemble de la société. Aujourd'hui, il anime les Voix de la paix, qui s'inscrit parfaitement dans notre approche à nous de Cordoba, de projet de journée interconvictionnelle qui réunira en mars 2016 toutes les religions et des voix non religieuses dans un lieu de la République, et M. Boissière, le rabbin, nous en dira peut-être un peu plus là-dessus. Donc nous l'avons invité pour présenter les différentes sensibilités du judaïsme, pour présenter également le mouvement juif libéral de France, ainsi que les apports de ce particularisme en France, majoritaire aux États-Unis, sur la continuité, sur l'adhésion des Juifs de France à ce judaïsme ouvert et tolérant. Monsieur le rabbin Yann Boissière, c'est à vous. Voilà, donc je pensais vous parler 3/4 d'heure environ de différents sujets et puis réserver aussi une bonne part pour vos questions et à la discussion. Donc peut-être débuter par un exposé un petit peu, une mise à plat des différentes sensibilités au sein même du judaïsme, parce que le judaïsme a toujours été pluriel et il l'est bien sûr toujours. Donc pour mettre un petit peu tout le monde à niveau d'information, présentation des différents courants du judaïsme. Je vais évidemment parler de manière majeure, en tout cas du judaïsme libéral, que j'ai l'honneur de défendre au quotidien dans ma mission de rabbin. Et puis je dirai un petit mot sur la diversité, puisque c'est un petit peu le thème aussi central, ce que je pense de la diversité du judaïsme aujourd'hui, ses promesses, mais aussi ses blocages, ses tensions peut-être. Peut-être une première anecdote, ce qu'on appelle l'opening joke, toujours la blague qui commence toute conférence, mais ce qui dit déjà peut-être une première, à sa manière, une diversité. Il y a une différence donc donc on se situe au sein du judaïsme entre un mariage orthodoxe, un mariage traditionnel et un mariage juif libéral. Dans un mariage orthodoxe, c'est la sœur de la mariée est enceinte. Dans un mariage traditionnel, c'est la mariée qui est enceinte. Et dans un mariage libéral, c'est le rabbin qui est enceinte. Donc ça dit déjà une chose de la part du féminin dans le judaïsme, en tout cas libéral. Et on va voir que sur des aspects culturels importants, effectivement, c'est ce qui distingue. Alors, une petite mise à plat, ça va pas être le point central de mon exposé, mais je le répète, le judaïsme a toujours été différent, et ça va être une espèce de thèse un peu sous-jacente à tout ce que je vais dire, que l'orthodoxie cherche à présenter d'une manière générale le judaïsme comme monobloc, comme organisé autour d'une vérité qu'on nous présente comme étant la vérité ayant toujours existé. Mais cette présentation, enfin en dehors des thèses propres à l'orthodoxie en général, cette présentation elle-même est historiquement fausse. Le judaïsme a toujours été divers, et depuis la plus haute antiquité. Il y a deux rabbins dans le Talmud, un rabbin qui s'appelle Hillel et Shammai, qui porte bien son nom parce qu'il se chamaille justement. Le Talmud est un compte-rendu des controverses, des discussions qui ont existé depuis les rabbins, et il en a toujours été ainsi à chaque époque du judaïsme. Peut-être ce qui a donné cette idée de quelque chose de monobloc, c'est qu'effectivement, alors là c'est plus l'histoire des communautés juives qui en est responsable, à partir du moment où les juifs ont été parqués dans des ghettos, effectivement, à partir du Moyen-Âge, alors il y a eu, effectivement, ça a figé les communautés, ça les a coupées du grand flot de la pensée européenne. Ça ne nous a pas empêché d'être créatifs à notre manière, mais ça nous a quand même coupé de l'évolution des idées en général, et le judaïsme s'est regroupé pour survivre d'ailleurs autour vraiment de la loi juive qui a été pour le coup très très protectrice, mais en même temps ça a figé les choses, donc les choses se sont réouvertes, on va voir seulement à la modernité, à la fin du XVIIIe siècle, quand les murs des ghettos tombent. Et en tout cas, à chaque époque, il y a toujours eu une grande diversité, et encore aujourd'hui. Alors, très très rapidement, parce qu'il y aurait de quoi faire des heures là-dessus,
il y a beaucoup de sensibilité dans le judaïsme. Ça va de l'orthodoxie, qui, comme son nom l'indique, est organisée de manière très, très, très rituelle. Il est vrai que, par rapport à d'autres spiritualités, la loi, dans le judaïsme, est importante. Aucun mouvement n'a jamais voulu se séparer de la loi. Ça a été une controverse importante entre Paul et les rabbins de son époque. La loi, a priori, dans le judaïsme, est considérée comme quelque chose de positif. Les mitzvot, les commandements, sont un moyen de se relier à Dieu et le judaïsme n'a voulu jamais abandonner la loi. Alors évidemment, l'un des dangers de maintenir la loi comme objet central dans l'expérience juive, c'est qu'effectivement, ça peut rapidement mener à quelque chose de mécaniste, avec les dangers d'obsession dus à la loi, etc. Et en tout cas, c'est vrai que les mouvements orthodoxes donc, mettent la loi au centre de l'expérience juive, donc un judaïsme extrêmement normé, normatif, dont la vie quotidienne est quadrillée par l'exécution rituelle des commandements. Ça peut donner des très belles choses, mais évidemment, la contrepartie pour maintenir une telle cohérence, ça va de pair souvent avec une petite fermeture avec la société. Un judaïsme complètement normé par la halakha ne peut exister qu'en vase clos. On voit ça à Jérusalem dans certains milieux. Encore une fois, il ne s'agit pas de critiquer pour moi ces mondes-là, mais c'est comme ça que l'orthodoxie peut vivre et survivre. Alors au sein du monde orthodoxe, lui-même est très très divers, parce que ça c'est aussi quelque chose d'assez savoureux. L'orthodoxie qui prétend effectivement détenir une vérité, en fait, est elle-même traversée de mouvements extrêmement différents qui sont très opposés les uns les autres. Mais disons qu'il y a ce bloc orthodoxe, ultra-orthodoxe. En France, en tout cas, je vais parler pour la France, il y a peut-être la majorité des juifs en France, c'est ce qu'on appelle le judaïsme traditionnel. Alors bon, tout dépend beaucoup de la sociologie aussi. Évidemment, le judaïsme ashkénaze, qui a été longtemps majoritaire, a été décimé par la guerre. Après la guerre, il ne restait plus malheureusement beaucoup de juifs en France, et encore moins de juifs enclins à se relier à des synagogues. Et le judaïsme français, qui était florissant, qui a pu être florissant au XIXe siècle, assimilé bien sûr pour certains, et en tout cas très intégré pour la majorité d'entre eux en 1791 par la République, qui la première en France a émancipé ces juifs. Donc le judaïsme français est marqué par cette émancipation républicaine. Et donc là, je reviens après la guerre, le judaïsme décimé a été sauvé quelque part par l'apport des juifs séfarades, qui effectivement dans les pays principalement du Maghreb avaient un judaïsme décomplexé, un judaïsme visible qui s'exprimait par des choses, par le manger cachère, des choses comme ça, et donc a complètement revivifié le judaïsme autour de bases à la fois rituelles mais assez ouvertes. Et donc, 40 ans, 50 ans après cette émigration, qui encore une fois a sauvé, je pense, le judaïsme français, eh bien, il en reste une pratique très, très, très nourrie par ces mondes qui ont eux-mêmes disparu, mais un judaïsme, voilà, à la fois rituel, mais assez souple, qui, je pense, concerne la majorité des Juifs de France. Et puis, pour faire vraiment très très court, il y a la mouvance non consistoriale. Alors, je vais dire un mot de ce mot de consistoire. Les mouvements libéraux et les mouvements massortis. Je ne sais pas si ça vaut la peine de retenir toutes les étiquettes elles-mêmes, qui, en fait, sont nés avec la modernité. Le mouvement libéral est né en Allemagne au XIXe siècle, pour des raisons précises que je vais essayer d'expliquer. Qui vit un judaïsme, alors c'est un judaïsme religieux bien sûr, mais qui a pris position sur un certain nombre de phénomènes sociaux actuels, essentiellement l'égalité des hommes et des femmes, c'est ça qui définit peut-être avant tout le judaïsme libéral, une ouverture plus grande vers la cité, vers la culture non juive, vers la culture en général dans laquelle on est inséré, et puis sur des sujets plus techniques, une approche plus souple vis-à-vis des conversions, une conception sans doute plus ouverte du judaïsme. Mais ayant dit ça, il sera intéressant de voir pourquoi il en a été ainsi. Voilà un petit peu sur les grands courants. Il se trouve que le judaïsme libéral en France est minoritaire.
Alors, il faut préciser aussi que, bon, il n'y a pas de statistiques ethniques en France, bien sûr, mais on estime la population juive à 500, 600 000 personnes. Enfin, c'est quand même intéressant de le savoir. Parmi cette population, très peu sont reliés à un judaïsme religieux. C'est 10 ou 15% des personnes sont reliées à une institution religieuse. Ça, c'est aussi un fait. Et parmi ces 10 ou 15%, à peu près une proportion de 30% de personnes fréquentent des synagogues libérales et 70% des synagogues traditionnelles, on va dire en général. Et ça, c'est une situation spécifiquement française, parce qu'au niveau mondial, le judaïsme libéral est en fait majoritaire. C'est quand même quelque chose de toujours à noter. On voit toujours les choses vis-à-vis, enfin, dans sa situation, mais en réalité, dans le monde entier, la force du judaïsme est essentiellement portée par les juifs américains, qui sont extrêmement nombreux, extrêmement vigoureux, à la fois politiquement, religieusement, et dans leur soutien à Israël, ou en tout cas dans leur influence sur les choses qui peuvent se passer au Moyen-Orient. Et la mouvance libérale est majoritaire, donc à l'inverse de la situation française. C'est vraiment une situation à front renversé. Alors voilà, ayant dit ça, moi je parle évidemment du point de vue du judaïsme libéral, et c'est essentiellement au judaïsme libéral que je vais consacrer mon intervention. On terminera par la diversité actuelle et par vos questions. Je crois qu'on ne comprend pas la raison du judaïsme libéral si on ne le replace pas dans la situation de modernité. Et pour comprendre cette modernité, il faut faire un petit détour par l'histoire. Le judaïsme a été malheureusement déterminé sociologiquement par les ghettos, quand même, pendant quelques siècles. À partir du 15e, 16e siècle, les Juifs sont vraiment, de manière très, très systématique dans toute l'Europe, enfermés dans des ghettos. Et à la fin du XVIIIe siècle, ces ghettos tombent et provoquent une situation absolument inouïe dans l'histoire du judaïsme. Il y a eu des grandes ruptures dans le judaïsme. Il y a eu la destruction du temple, il y a eu des catastrophes majeures, il y a eu l'expulsion d'Espagne, il y a eu des changements politiques qui ont apporté des changements sociologiques, etc., majeurs. Mais je crois que la situation de modernité, qui paraît relativement normale dans l'histoire européenne, est pour les communautés juives quelque chose d'absolument majeur, à la différence des autres portions de la population, parce qu'il y a eu le Moyen-Âge, intellectuellement après il y a eu la Renaissance, et puis après il y a eu la modernité proprement dite. Donc il y a eu des ruptures dans l'histoire européenne, intellectuelle, politique, etc., mais il y a eu quand même des gradations. Le monde juif est passé brusquement, en quelques décennies, du Moyen-Âge à la modernité. Et ça a été un choc absolument incroyable. La modernité, elle s'exprime sur un plan philosophique, sur un plan politique, sur un plan scientifique. Sur un plan scientifique, c'est effectivement la raison qui devient au centre de la réflexion, là où au Moyen-Âge, on pouvait vivre de manière symbolique, avec des représentations idéales du monde. Là, c'est la raison. Hannah Arendt a des très belles pages qui décrivent le choc pour l'esprit, le jour où on s'est aperçu qu'effectivement, avec des lunettes grossissantes, on voyait des choses qui ne se voyaient pas à l'œil nu, et donc des différences d'échelle, le monde microscopique aussi, le monde n'était pas tel qu'il semblait être à l'œil nu. Donc là, du coup, la raison est intervenue comme un vecteur central dans la façon de se positionner par rapport au monde. Sur un plan philosophique, c'est Descartes, la philosophie du sujet. Les sociétés traditionnelles étaient des sociétés collectives où on ne se visait pas tellement comme sujet, mais comme ayant avant tout des devoirs plus que des droits. La société juive, en tout cas, certainement, avec la halacha, la loi juive, était sur ce modèle-là. Et voilà que maintenant, le sujet devient sujet de droit. C'est lui qui exprime son pouvoir dans la société plutôt que d'avoir à répondre à une loi. Donc c'est une manière totalement différente de s'organiser. Quand je vous ai dit tout à l'heure que les ghettos tombent, c'est bien ce qui se passe. L'individu juif se voyait avant tout devoir répondre à une halacha qu'il connaissait. Et voilà maintenant qu'il se trouve foyer de liberté et que c'est à lui de décider de son parcours, là où les choses ne se posaient pas tellement de cette manière. Et la modernité politique aussi va impacter violemment les communautés juives, puisque bien sûr cette loi que l'on accomplissait était censée être
être divine. Et voilà que maintenant, les sociétés sont organisées sur un principe complètement différent, plus du tout en rapport avec la transcendance, plus du tout essayer de refléter les lois parfaites du cosmos ou de Dieu, mais ce sont des philosophies du contrat où les citoyens se mettent d'accord, et c'est le fait de l'accord collectif qui décide des droits du citoyen, avec l'individu, encore une fois, mis au centre, là où les sociétés juives, en tout cas traditionnelles, ne mettaient pas spécialement du tout l'individu au centre. Donc vraiment, toutes les boussoles politiques, philosophiques, économiques changent. Alors ça, c'est sur un plan très théorique, mais de manière très matérielle, les keilot traditionnelles, les communautés juives traditionnelles, se retrouvent en panique, parce qu'effectivement, les citoyens... D'abord, de plus en plus de citoyens fréquentaient les cercles de pouvoir, donc non-juifs, les rois, c'est ce qu'on a appelé les juifs de cour, mais c'est un phénomène qui se développe énormément au XVIIIe siècle. Les juifs sortent du ghetto, font des affaires avec d'autres portions de la société, les mœurs deviennent... il y a une certaine porosité qui s'installe, les gens fréquentent moins le monde traditionnel. Les rabbins, qui étaient quand même tout puissants et qui détenaient le droit quand même d'excommunication, Spinoza l'avait expérimenté à ses dépens, n'ont plus du tout d'autorité. On a toute une littérature rabbinique poignante et à la fois humoristique, où on voit le rabbin se plaindre que les gens ne payent plus leurs cotisations, qu'ils ne veuillent plus marier leur fille à l'érudit du coin, mais recherchent plutôt la personne bien placée dans la société. Donc les mondes traditionnels vraiment s'écroulent de manière très concrète, donc c'est pas seulement sur un plan intellectuel que ça se passe, mais donc les communautés juives, c'est la fin du modèle halachique, au sens où la vie quotidienne d'un juif qui était cadrée par la loi, qui lui offrait une certaine protection, une certaine cohérence, et qui a permis au peuple juif de maintenir son identité à travers l'histoire, alors même que les conditions politiques auraient plutôt milité pour son extinction totale. Donc cette loi nous a quelque part sauvés et nous a fait traverser l'oppression politique. Eh bien voilà que ce mode de vie s'écroule. Et face à ce mode de vie, et c'est là où j'en viens à l'idée sous-jacente de cette première présentation, on ne comprend pas le judaïsme libéral sans le concevoir comme une réponse à la modernité, face à cette pression soudaine qui s'exerce vers les communautés juives, et encore sans transition aucune, il va y avoir trois stratégies, finalement. Il y a quand les murs du ghetto s'écroulent, soit on considère que la société est dangereuse, parce qu'elle est dissolvante de l'identité juive, de ce mode de vie halachique, etc. Et quelque part, il faut reproduire le ghetto de manière invisible. Il faut se protéger, en tout cas, des influences corrosives de la société. Et ça va être la solution de l'orthodoxie. L'orthodoxie va essayer de dire, bon, ok, il y a certaines choses qu'on ne peut pas éviter. Si on est citoyen, on est citoyen. Il va falloir voter, il va falloir se mélanger relativement au reste de la population. Mais le mode de vie juif, on doit redoubler de vigilance, on doit redoubler pour conserver notre identité, et ça c'est la solution de l'orthodoxie. Il va y avoir la solution, alors là un petit peu plus tardive, là c'est vrai que c'est un petit peu anachronique ce que je dis, mais c'est quand même une solution importante, surtout dans l'Est de l'Europe. Il va y avoir la solution du sionisme, c'est-à-dire de dire, bon, les Juifs dans les sociétés européennes qui les accueillent, c'est bien, c'est fantastique, c'est plus l'oppression politique du Moyen-Âge, etc. Mais quand même, quand bien même la loi nous fait citoyens, nous émancipe, l'antisémitisme ne disparaît pas, et c'est un problème non pas résiduel, c'est un problème structurel. Donc pour une vie juive authentique, il faut se transporter ailleurs. Et ça va être la solution du sionisme, qui va essayer de reconstruire l'être juif de manière totale, globale, économique, politique, dans un pays sur lequel les ancêtres ont habité, etc. Ça, c'est la solution qui consiste à transférer le problème ailleurs, sous des cieux définis comme plus accueillants a priori. Et puis, il va y avoir la solution du judaïsme libéral qui va dire « Ok, très bien. Nous, on veut être citoyens. On considère que c'est une bénédiction, effectivement, d'être citoyen dans les États qui nous accueillent. On considère qu'on n'a pas à avoir peur de la société. On n'a pas à avoir peur de la politique, on n'a pas à avoir peur de mélanger la culture juive à la culture avec un grand C en général. Par contre, on veut rester aussi authentiquement juif, on veut rester authentiquement branché sur la tradition en quelque sorte. Par contre, c'est plus possible de maintenir l'un et l'autre. Il faut une nouvelle équation, il faut mettre les curseurs de manière différente. Et ça va être la solution du judaïsme libéral qui va dire...
nous voulons nous insérer dans la modernité, nous voulons aussi rester proches de la tradition. Par contre, il y a des choses qui doivent changer, en particulier la loi qui nous a tout le temps définis et qui nous a encore une fois protégés politiquement. La loi doit pouvoir évoluer et doit pouvoir s'adapter à la modernité. Et cette solution d'une équation qui accepte de modifier les données traditionnelles du judaïsme pour pouvoir être à la fois citoyen et à la fois être un juif authentique, toujours de manière traditionnelle, c'est ça le judaïsme libéral. Donc ça, on ne comprend pas pourquoi il y a eu une orthodoxie et un judaïsme libéral à ce moment-là, à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, si on ne prend pas en compte le problème de la modernité. Et chaque solution, aussi bien l'orthodoxie que le judaïsme, est une réponse à la situation inouïe de modernité qui pose un problème absolument fondamental aux communautés juives, qui est complètement dissolvant de la communauté juive traditionnelle. Et une solution, c'est un surcroît de raidissement, en quelque sorte, de protection vis-à-vis de la société. Et l'autre solution, celle du judaïsme libéral, c'est de dire, OK, on accepte les deux, mais il faut travailler à une nouvelle équation entre les deux pôles. Alors après, de manière historique, je vais faire un rapide historique pour comprendre comment ça s'incarne. Je vais poser 3 préalables, et puis après, je vais faire un historique rapide de la manière dont ça se fait au XIXe siècle. Le judaïsme libéral est né en Allemagne. Pourquoi en Allemagne? Parce que les lumières allemandes sont un petit peu différentes des lumières françaises. Les lumières allemandes, Aufklärung, ont un caractère fondamentalement différent des lumières françaises. Les lumières françaises sont très anticléricales. C'est Voltaire, écrasons l'infâme. C'est-à-dire tout ce qui ressemble à un curé ou à un rabbin, etc., doit être écrasé. C'est la raison, mais en tant qu'elle s'oppose à la foi, au sentiment religieux. En Allemagne, les lumières sont portées par des professeurs, sont portées beaucoup par des pasteurs protestants, qui sont à la fois, en général, très très instruits, et donc il y a un équilibre plus harmonieux, on va dire, entre la raison et la foi. Disons, c'est pas du tout une opposition comme les encyclopédistes ou les lumières françaises. Et donc la lumière va être portée par des gens qui sont enclins aussi au sentiment religieux et qui vont essayer d'aménager les choses. Ça, c'est un premier point. Et il va y avoir une déclinaison juive de ces lumières allemandes qu'on appelle la Haskalah, qui vient d'une racine Sechel, qui veut dire l'intelligence, le cerveau, avec un personnage principal dans cette histoire-là, c'est Moïse Mendelssohn, dont je vais dire un mot dans quelques instants. Donc la Haskalah, c'est un petit milieu, il faut bien le dire, au départ, qui se déploie à Berlin avec des juifs, des non-juifs, des philosophes qui cherchent à introduire la raison dans les histoires religieuses, qui communiquent entre eux, qui font preuve d'un universalisme, puisque une des pensées phares de l'époque, c'est que Dieu est essentiellement raisonnable, qu'il est partagé par différentes religions, que les religions finalement sont des cultes qui aménagent de manière un petit peu différente une même vérité, un cœur de vérité, qui est que Dieu est rationnel, et avec tout ça dans une ambiance très très optimiste. Donc il y a une sorte de culture commune aux porteurs de la Haskalah. Alors, personnage principal, sans lequel on ne pourra pas non plus comprendre le judaïsme libéral, c'est Moïse Mendelssohn, 1729-1786. C'est un contemporain de Kant. C'est quelqu'un qui vient d'une extraction très modeste, de Dessau, une petite ville à 100 km de Berlin, qui a vu aussi la naissance du Bauhaus au début du XXe siècle, mais ça c'est une autre histoire. Voilà que Moïse Mendelssohn, qui a un rabbin assez éclairé, qui lisait Maïmonide, qui avait monté une petite imprimerie locale, qui cherchait à traduire des textes du Moyen-Âge, va à Berlin. Moïse Mendelssohn le suit. Alors à l'époque, au début du XVIIIe siècle, Berlin il n'y a que 200 familles juives, parce qu'il y a un quota assez dur. Frédéric II a beau être un monarque éclairé, on ne peut pas dire que les Juifs soient forcément bien accueillis encore, mais la progression va être absolument phénoménale. Le développement économique de Berlin va aussi permettre la diffusion des idées. Et voilà que Mendelssohn se lance dans une carrière philosophique. Il écrit un Phédon sur l'âme, qui est une réécriture de Platon. Il gagne le concours officiel de l'Académie royale devant Kant, qui arrive deuxième, etc. Donc quelqu'un de tout à fait... il va devenir rapidement le premier intellectuel juif, quelque part, au sens où c'est quelqu'un qui réfléchit, qui est reconnu par ses pairs, donc
en dehors même du judaïsme, et ça c'est quelque chose d'en soi nouveau, qu'un juif puisse être reconnu dans la société en général par des pairs non juifs. Et il va se retrouver rapidement en tant qu'intellectuel justement au centre de polémiques, et là j'en viens à l'essentiel, pour répondre à une injonction d'un intellectuel de l'époque qui le somme de se convertir au nom du fait que le judaïsme est une religion dépassée et que pas du tout moderne. Moïse Mendelssohn va faire un effort de rationalisation pour démontrer que le judaïsme est une religion rationnelle, moderne, qui peut convenir à un citoyen éclairé, et ça va être son fameux ouvrage « Jérusalem ou le pouvoir politique » qui va traiter de deux sujets. Un sujet un petit peu à la Spinoza, à savoir où il se fait l'avocat d'une séparation du religieux et du politique, en disant le politique a des buts et des moyens différents. Le but, c'est la régulation de la société, et les moyens, c'est la contrainte par corps. Par contre, la religion vise l'âme, la régénération de l'âme, et ne peut pas user de la contrainte, Spinoza l'avait déjà dit, mais seulement de la persuasion. Et donc là, on voit déjà un petit peu son orientation, non pas anti-ritualiste, mais de dire que voilà, même si le judaïsme est une religion rituelle, c'est la persuasion des âmes et c'est pas la contrainte qui définit la vraie religion. Et puis il va donner je vais très rapidement, si vous voulez me poser des questions là-dessus, bien sûr, on pourra détailler, mais il va donner une interprétation très universaliste de la révélation, parce qu'effectivement le cœur du problème et le cœur des attaques qui lui sont destinées, c'est de dire bon, vous êtes bien gentil, mais la révélation, le Matan Torah, c'est le peuple élu, quoi. Et comment on peut être le peuple élu et être un citoyen honnête si vous pensez que vous êtes meilleur que les autres, et qu'on vous a donné une Torah, et que voilà. Et donc, il va, à la suite d'un raisonnement très très intéressant, dire que, certes, il y a une révélation particulière faite au peuple juif, mais il n'y a rien de spécifique qui a été révélé là. Dieu s'est avant tout révélé dans le grand livre de la nature, et le grand livre de la nature est accessible à la raison universelle. Tout homme, juif ou non juif, peut avoir accès aux mêmes vérités éternelles, et la loi qui nous est donnée est juste une petite organisation rituelle qui nous permet en quelque sorte de nous entraîner, enfin une sorte de pédagogie de ces vérités universelles, mais encore une fois, elles ne sont absolument pas propres au peuple juif. Toutes les vérités éternelles qu'il y a à comprendre du monde sont accessibles par tout homme, par la raison. Donc on voit bien le souci de Mendelssohn. Et Mendelssohn va être le premier Aufklärer, le premier porteur des Lumières juives, en ce qu'il est le premier intellectuel juif. Et il va avoir cette tâche, qui est fondamentale évidemment pour la suite de l'histoire, de vouloir à la fois défendre la dignité du judaïsme vis-à-vis de la société extérieure. Bon, c'est vrai qu'il ne pense pas grand-chose du judaïsme, hein. D'ailleurs, c'est la société elle-même qui a organisé cette vision du judaïsme, une religion du ghetto, une religion d'opprimés, une religion effectivement dont on ne voit pas forcément au premier coup d'œil la modernité. Donc Mendelssohn va essayer d'argumenter vis-à-vis de la société extérieure du fait que le judaïsme est une religion rationnelle, la première religion rationnelle, en tout cas dans le temps, etc., et qu'elle a vocation à continuer à exister dans la modernité, donc un mouvement du judaïsme vers l'extérieur, et le double mouvement qui caractérise les Lumières juives de l'époque, essayer de convaincre ces coreligionnaires, dont il admet qu'ils ne sont pas toujours très évolués, en tout cas au stade où ils sont, de convaincre ces coreligionnaires d'être en contact avec la culture, donc la culture allemande en ce qui le concerne, la culture philosophique, faire rentrer la raison aussi dans le judaïsme. Il y a cette position historique de Mendelssohn au croisement des deux, défendre le judaïsme vis-à-vis de l'extérieur pour l'installer comme une religion moderne et convaincre ses coreligionnaires de mélanger, d'être ouverts aussi à la culture environnante. Alors, ça, c'est une position historique absolument